Chers téléspectateurs du micro du Pasteur Bobo, c'est Paresson. Nous sommes à Paresson avec M. Delphin. Il fut président de la communauté congolaise, comme il a bien déclaré, San Francisco, Paresson, Silicon Valley, Sacramento et puis les autres. Saint-Nosé, là où on a plus ou moins plus de 500 familles. Bonjour Président. Bonjour. Ça va? Oui, ça va. Nous sommes chez vous, hein? Oui, oui, soyez le bienvenu. C'est le micro du Pasteur Bobo. Merci. Le président démocratiquement élu. Oui, le président du Parti national pour la réforme, le PNR. Ah ben, et en même temps, vous étiez président de la communauté congolaise ici en Californie du Nord. Et vous avez laissé? Oui, oui, on a organisé les élections. Qu'est-ce qui s'est passé? Bon, c'était démocratiquement, on a cédé le pouvoir d'une façon démocratique. Cédé ou perdu? On n'a pas perdu, j'ai fini les 2 mandats, permis par les statuts de la communauté. Vous n'étiez pas candidat? Non, je n'étais pas candidat. Et vous avez refusé de glisser? Non, non, nous on ne glisse pas. Il fallait respecter les statuts de la communauté qui stipulent que 2 mandats, donc une fois seulement renouvelable. En Californie du Nord, ça englobe San Francisco, Sacramento, San Jose et Silicon Valley, donc renommée la capitale du monde des technologies de pointe. Ici, à San Francisco, il y a, à part les sons, Silicon Valley, San Francisco, il y a combien de Congolais? Bon, ici, vous avez l'idée? Oui, nous pouvons avoir environ 500 familles congolaises dans la région de Californie du Nord. Nous ne sommes pas si nombreux comme en Californie du Sud, du côté de Los Angeles et San Diego, mais nous pouvons avoir environ 500 familles congolaises. 500 familles? Oui. Et quel est le rôle du président? Bon, le rôle du président, c'est rassembler la communauté. Bon, nous avons différentes circonstances qui nous réunissent d'une façon comme communauté, dans le cadre de sauvegarder notre culture congolaise. Il y a aussi des événements qui sont comme commémorer l'indépendance de notre pays, d'autres événements comme la célébration annuelle de l'année ou à la veille de l'année. La nouvelle année. Donc ce sont au moins les grands événements qui nous réunissent. Et à part d'autres circonstances, quand il y a des maladies, des décès dans la communauté, nous nous entraidons comme famille, disons, comme famille communautaire. Oui, il y a beaucoup de jeunes, dans des familles congolaises. Et beaucoup fréquentent les universités locales, les collèges, et d'autres sont à l'école secondaire. Donc ici, il y a vraiment un grand accent sur l'éducation, la famille. Les familles vraiment mettent l'accent sur l'éducation des jeunes. Dans la vie, moi, je suis directeur informatique au gouvernement de l'État de Californie. Et je suis aussi professeur à temps plein à l'Institut supérieur à Sacramento de Rocklin, où j'enseigne les cours d'informatique. Comment se porte la communauté congolaise que vous avez dirigée pendant au moins 5 ans? Oui, la communauté en général elle se porte très bien. Elle grandit du jour au jour. Nous avons connu des jeunes gens qui étaient encore des enfants à l'école secondaire, sont maintenant à l'université et d'autres ont fini, sont dans la vie professionnelle. En général, la communauté elle va bien. Vous étiez président de la communauté congolaise de ces contrées-ci. Qu'avez-vous fait pendant votre mandat? Bon, qu'avez-vous fait? Oui. Qu'avez-vous fait? Bon, pendant notre mandat, nous avions beaucoup accompli au sein de la communauté. Nous avions une communauté où personne ne savait qui est qui. Et même identifier qu'il y a des Congolais, pouvaient vivre dans un milieu, même savoir que votre proche, la famille qui est à côté de vous, c'était une famille congolaise. Il fallait vraiment faire tout un effort pour identifier tous les Congolais dans la région de
de la Californie du Nord. Nous avons utilisé les outils de technologies modernes, de communication moderne pour vraiment identifier tout le monde dans la communauté, dans la région de la Californie du Nord, et passer un instrument de communication qui était très efficace. Quand il y a une nouvelle, que tout le monde pouvait avoir la nouvelle, la communication, qu'il y a telle nouvelle dans la communauté, que ce soit des joies ou des malheurs, c'était vraiment une des grandes réalisations. Et aussi, il fallait aussi cette fierté d'être congolais et de promouvoir notre culture congolaise ici dans la diaspora, dans notre pays d'accueil. Nous avons aussi beaucoup travaillé comme communauté pour quand même mobiliser, pour conscientiser que les jeunes puissent regarder vers le futur, aller à l'école. Une mission accomplie parce que nous avons dans notre communauté même des docteurs, des jeunes gens qui sont des docteurs, des ingénieurs, des infirmiers, ainsi de suite. Et votre regret? Bon, comme regret, je ne regrette rien. Il fallait respecter les textes de la communauté et arriver à la fin du mandat. Il fallait organiser les élections d'une façon démocratique et céder le pouvoir à quelqu'un autre, comme il le sait, que c'est ça la démocratie. Qu'il y avait une autre façon de servir la communauté sans être nécessairement le président en exercice. Votre parcours, vous dites qu'aujourd'hui vous êtes dans un bon boulot, vous travaillez pour le gouvernement américain ou le gouvernement de Californie, des États. Votre parcours personnel, parcours professionnel, parcours académique, ça a été comment? Bon, vous arrivez à l'Amérique à quel âge? Bon, si j'arrivais à l'Amérique, j'étais vraiment trop jeune. Je pense que j'avais moins de 25 ans. J'étais étudié à l'université de Lubumbashi en 1990. Quand il y avait les événements qui avaient eu lieu de l'Ititimboka au campus de Lubumbashi, j'étais là. Et je m'étais retrouvé dans un camp de réfugiés en Afrique du Sud, précisément au Botswana. Et de là, j'étais installé ici aux États-Unis. Mais j'ai continué les études. Arrivé ici aux États-Unis, j'ai continué, j'ai fait le programme de génie informatique et la maîtrise aussi en informatique et gestion. Et de là, j'ai trouvé l'emploi dans le secteur public. Et ça fait plus de 25 ans que je suis là. Et j'évolue, je suis content, ça va. Mais je vous rappelle que nous sommes avec Delphin, qui a pu diriger la communauté congolaise, on dit Sacramento, San José, Paris-Sol, San Francisco. C'est vraiment Silicon Valley. C'est lui qui a dirigé ça pendant 5 ans. Et il a pu organiser des élections démocratiques parce que souvent dans notre communauté, j'étais à Washington, j'étais avec l'ancien président, on m'a montré des vidéos, j'ai rigolé, les gens ont rigolé, il y avait élection, les deux candidats à Washington, c'est sur vidéo, je ne les vante rien, les deux candidats avaient promis qu'ils allaient respecter, ils ont sur parole, mais juste après les élections, un a gagné, l'autre a rejeté, l'autre n'a pas pu, mais vous, c'était quand même calme, non? Oui, c'était bien passé, et durant le tout dernier mandat, j'ai pris l'état pour préparer la communauté qu'il y aura les élections, je ne serai pas candidat, que quelqu'un d'autre se prépare pour prendre la communauté en main, et c'était bien passé. Donc, il n'y avait pas de surprise. Tout le monde savait qu'il y aura les élections. Et nous avions fait ça. Il fallait respecter, il fallait montrer que cet exemple, qu'on peut respecter les règles de jeu, les statuts de la communauté qui stipulent un mandat une fois renouvelable. On va aller dans notre studio de Paris-Sol, on va aller là-bas, terminer l'émission avec Monsieur Delphin. Mais pourquoi les élections ne marchent pas dans notre communauté? Bon, c'est un problème de leadership. Celui qui est là, il ne veut pas partir, c'est tout. C'est vraiment ça. Celui qui est là, il est là pour... Il ne veut pas partir. Mais là, vous gérez beaucoup d'argent? Non, il n'y a rien. On gère, comme argent, il n'y a rien. On ne gère rien. Mais pourquoi s'il n'y a pas d'argent, pourquoi les gens refusent de partir? Je ne sais pas. Ils veulent seulement être appelés de président, je crois. Ah, mon pao.
président. Juste président, oui. La gloire. Oui, juste pour la gloire. Mais il n'y a rien qui gagne, qui tire dedans. Mais d'autres disent que si vous êtes président très, très sage, vous pouvez en profiter, avoir d'autres opportunités. Il n'y a rien comme opportunité personnelle. Vous pouvez faire beaucoup pour la communauté. Vous pouvez, surtout si vous vivez dans des grands centres, il y a une grande communauté congolaise. Vous pouvez même arracher des financements du gouvernement local. Mais il n'y a pas de... Vraiment, je ne crois pas qu'il peut faire quelque chose. Non, c'est comme ça. C'est la folie de la gloire seulement. La gloire seulement. Il n'y a pas autre chose. Chers téléspectateurs du micro du Pasteur Bobo, nous vous rappelons que nous sommes ici à Paris-Son, à Californie. Nous sommes encore avec l'ancien président de la communauté congolaise de San Francisco, Paris-Son, de San José, Sacramento. Ici c'est des San. Nous sommes avec lui et on continue de parler avec lui. Bonjour, bonjour, président honoraire. Bonjour, bonjour, Pasteur Bobo. Comment avez-vous fait? Parce que ce n'est pas facile de diriger la communauté congolaise partout à travers le monde. Surtout vous, aux États-Unis, on dit qu'il y a beaucoup d'étrangers qui aiment devenir des Congolais, beaucoup d'étrangers. Vous, c'est comment avez-vous fait pour identifier les Congolais? Oui, bon. Comme vous le dites, ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile de diriger une communauté. Mais ce que nous avions pu apprendre, c'est que les Congolais, ils aiment vraiment voir un travailleur. Ils aiment voir quelqu'un à la tête de la communauté, un travailleur. Quelqu'un qui inspire confiance, qui inspire esprit de travail. Donc, nous nous sommes mis au travail. Nous avons pris un mandat de servir la communauté. On était disponible partout. Il y a la distance, bien sûr. Mais on était disponible partout où il fallait être et quand il faut être là. Que ce soit dans les moments de deuil, que ce soit dans les moments de joie en famille, nous devions être là comme président ou représenter la communauté. Et c'était vraiment un plus pour vraiment gagner la confiance des membres de cette communauté. Et en fait, tout le monde a senti vraiment ce désir de s'identifier dans cette famille. Nous formons une grande famille communautaire. Nous sommes ici, loin de notre pays, dans notre pays d'origine. Nous sommes dans un pays d'accueil où nous avons besoin de vivre en famille. Et cette grande famille, pour nous, c'est la communauté. Donc, on travaille dur pour que cette famille puisse pour être ensemble dans les moments de joie comme dans les moments de malheur. C'était d'abord sur ce plan qu'on a essayé de focaliser notre vision, comment identifier tout le monde et comment gagner la confiance de tout le monde pour qu'il puisse se sentir membre de cette famille et pour qu'il puisse aussi apporter quelque chose pour faire avancer cette famille. Donc c'est dans cette logique-là. Pour identifier le Congolais, avez-vous rencontré des difficultés pour identifier? Bon, pour identifier le Congolais, c'était facile à partir de notre parcours et l'expérience professionnelle. On a utilisé les outils de la technologie moderne. On a utilisé un système de communication où tout le monde pouvait facilement accéder à l'information de la communauté, où tout le monde pouvait facilement faire passer le message de la communauté. C'était vraiment à travers l'outil de communication moderne qu'on a pu réaliser cela. Vous travaillez dans le domaine informatique? Oui, je travaille dans le secteur de technologie au sein du gouvernement de l'État de la Californie comme directeur informatique. Et au niveau du pays, Félix Tshisekedi lance un programme numérique. Là, vous dites quoi? Avez-vous une idée? C'est bon? Une proposition? Oui, proposition? Oui, merci pour la question. Nous avons eu la chance de lire le plan numérique national lancé par la présidence de la République démocratique du Congo. Et voilà ce que nous pouvons d'abord dire en général. Qu'est-ce qu'un plan numérique? Un plan numérique,
nationale ou régionale ou provinciale, c'est une feuille de route. C'est une feuille de route de vision du chef de technologie pour soutenir, pour accompagner les gouvernements, pour soutenir les programmes gouvernementaux, pour rendre l'action gouvernementale plus efficace. Donc cette feuille de route détaille des choses, dont la vision. Quelle est la vision du chef de technologie et comment il compte réaliser cette vision pour soutenir le gouvernement. Donc des objectifs qui sont plus spécifiques, des objectifs qui sont à court, à moyen ou à long terme, qui sont vraiment un peu plus détaillés. Et en parcourant ce plan national numérique, il était difficile de vraiment voir quels sont les objectifs, qu'est-ce qu'on veut accomplir. Et on a peur qu'on puisse, comme d'habitude, créer un plan pour juste remplir des classeurs dans des murs de documents, qu'il y a un plan numérique, mais quels sont les objectifs spécifiques pour réaliser? Comment le pays compte réellement tirer profit des nouvelles technologies, des technologies de pointe? Et en partant d'abord, où est-ce que nous sommes, où est-ce que nous voulons être, et quelle est la stratégie qu'il faut mettre en place pour réaliser cette action qu'on veut mener pour soutenir le gouvernement. Partout au monde, partout ailleurs, le gouvernement dépend de l'outil de technologie pour exécuter son programme, son plan d'action, son programme de projet de société. Donc c'est un peu ça notre lecture de ce plan national numérique. D'abord, il est sorti avant la publication du gouvernement. Et au sein du gouvernement, nous voyons qu'il y a un ministère des Postes, Télécommunications et Nouvelles Technologies. On suppose que c'est le ministère en charge des technologies de pointe. Donc, comment essayer de marier ce plan numérique national de la présidence avec la vision du chef de technologie, supposé être le ministère en charge des technologies de pointe. C'est possible de doter le Grand Congo 80 fois plus grand que la Belgique, 4 fois plus grand que la France. On peut le doter des nouvelles techniques, des technologies modernes. Oui, c'est possible, c'est possible. Le Congo n'est pas plus grand que l'Amérique. Il y a de grands pays que le Congo où la technologie de pointe, c'est la base ou la fondation de toutes choses. Et cette technologie est aussi possible au Congo, mais c'est que souvent on voit que c'est le manque de vision. Et cette vision doit venir du chef de technologie. Le chef doit voir quelle est la vision, qu'est-ce qu'on veut faire. Par exemple, nous voulons réduire les coûts d'accès aux technologies de pointe, aux nouvelles technologies, ou les coûts d'accès aux téléphones smart, aux téléphones modernes. Et comment vous allez le faire? Et nous avons beaucoup vraiment d'opportunités. Nous avons beaucoup de compagnies de multinationales qui sont au Congo et qui peuvent soutenir dans telles actions si le gouvernement est informé du rôle des corporations, du rôle social des corporations pour soutenir la vision du gouvernement pour que la technologie soit aussi une réalité au Congo comme partout ailleurs, la technologie moderne. Il y a eu un crash au Kivu, comment réalisez-vous? Bon, ça va en général au Kivu. Bon. Il y a eu un crash d'avion et l'avion s'est écrasé. Oui, l'avion qui s'est écrasé, on regrette la perte de Congolais ou des personnes qui étaient au bord de cet avion. Et on attend les résultats des investigations en cours pour savoir de quoi il s'agissait. C'était une erreur mécanique ou humaine ou quoi, on ne sait pas encore spéculer là-dessus, sans qu'il y ait les résultats des enquêtes en cours. Cet avion a été abattu parce que 10 octobre 2018, 10 octobre 2019, coïncidence, un avion a été abattu. À l'époque, c'était l'actuel président du Sénat qui avait réclamé l'attentat ou l'attaque. Mais aujourd'hui, même moi, même date. C'est coïncidence ou c'est... Bon, c'est pas encore beaucoup spéculé. On attend que les résultats de l'enquête sortent pour savoir de quoi il s'agissait. On n'a pas encore assez d'informations pour spéculer si c'était quoi. Mais jusque-là, on a pris des nouvelles, on attend les résultats. Et on demande que la communauté internationale s'implique aussi pour savoir dans cette enquête, de savoir de quoi il s'agissait.
Je rappelle que vous représentez un parti politique, mais quelle est votre vision pour le grand Congo, le Congo, la République démocratique du Congo, votre vision? Notre vision pour le Congo, nous croyons à un Congo qui est vraiment fort, qui est vraiment prospère, et qui est un Congo qui est capable vraiment de répondre aux attentes du peuple congolais. Et nous avons une vision pour le Congo et nous croyons qu'avec les nouvelles technologies, nous pouvons aider que le Congo puisse aussi tirer profit de ces technologies de pointe qui aujourd'hui dans les pays dits émergents, c'est l'outil des technologies modernes qui est utilisé pour exécuter les projets de société, les programmes de gouvernement. Et dans notre cas au Congo, avec la technologie de pointe, nous pouvons vraiment maximiser les recettes publiques au Congo. Il y a beaucoup de fuites, il y a beaucoup de pertes, des manques à gagner dans les secteurs de régie financière. Nous pouvons aussi redynamiser le système de sécurité chez nous dans notre pays. Et tout ça, ce sont des outils modernes qui peuvent nous permettre de réaliser cela. Nous avons une vision et nous avons cette vision pour le Congo. Qu'est-ce que les Congolais de Nord Carolina, North Carolina peuvent faire au Congo? Qu'est-ce que les Congolais d'ici, vous avez été président, qu'est-ce que les Congolais peuvent apporter au Congo selon vous? Oui, les Congolais de Californie du Nord, ils ont beaucoup... Ah, j'ai dit Caroline. C'est Californie du Nord. Californie, sorry about Californie. Exactement. North Carolina. Oui, les Congolais de la Californie du Nord, ils ont beaucoup apporté sur la table pour aider le pays. Il y a beaucoup d'expertise dans la communauté. Nous avons dans presque tous les secteurs, nous avons des médecins, des ingénieurs. Il y a beaucoup de médecins congolais ici. Oui, nous avs des médecins congolais, il y a des ingénieurs. Quel domaine? Oui. Quel domaine, ingénieur? Bon, dans tous les domaines. Commençant par moi-même, je suis ingénieur en informatique, il y a beaucoup d'autres. Que vous connaissez vous-même? Oui, beaucoup. Je suis. Et il y a des ingénieurs, il y a des infirmiers, il y a des comptables, il y a des économistes, il y a dans tous les secteurs. Nous avons de l'expertise qui est prête pour servir le pays. Quoi, quelle priorité? La priorité... Si on vous demandait à vous, les Congolais de Californie du Nord, apporter quelque chose au pays, les priorités... Parmi les priorités, nous sommes ici, nous avons la chance d'être en Californie du Nord. Et nous avons en Californie du Nord la ville de Silicon Valley. C'est connu que c'est la capitale au monde des technologies de pointe. Donc il y a YouTube, Facebook... Il y a YouTube, le Facebook, toutes les compagnies là de technologies de pointe. C'est ici le siège social. Les Congolais travaillent là-bas. Et les Congolais, ils sont là-bas, ils travaillent dans ce secteur. Comme des ingénieurs, certains sont des grands responsables dans les entreprises. Ce sont des expertises, la déconnexion qu'ils peuvent apporter au pays pour que ces compagnies puissent aussi aller s'installer et exploiter le marché congolais pour créer d'emplois. C'est parmi les choses que les Congolais peuvent faire. Et dans tous d'autres secteurs, nous avons aussi dans le secteur de l'énergie, nous avons des compagnies qui sont ici. Et les Congolais sont aussi impliqués dans le secteur de l'énergie renouvelable. Ils peuvent aussi être inutiles. Nous avons aussi des Congolais dans beaucoup de secteurs, dans le secteur médical, surtout dans le secteur de santé publique. Ce sont des Congolais aussi qui peuvent beaucoup apporter dans notre pays, où le système de santé est vraiment médiocre. Vous croyez à l'avenir du Congo? Oui, je crois très bien, je crois fermement qu'un Congo meilleur, fort et prospère est possible. Je crois à l'avenir d'un Congo fort et nous avons une vision pour ce Congo. Quelle est votre relation avec les nouveaux présidents de la communauté d'ici? Les nouveaux présidents, nous sommes en bonne relation. Nous avons fait les élections démocratiques, il y avait un transfert pacifique de pouvoir et il vient chez nous comme des ressources, d'expertise, d'expérience, pour des conseils et nous sommes en très bon contact. On va terminer ici. Vous avez déclaré que vous êtes ni Cash, ni Labuka, ni FCC. On ne sait pas exactement où vous êtes. Est-ce que maintenant Félix est là-bas? Vous pouvez apporter votre soutien avec le plan national du numérique comme expert, ou bien vous ne croyez pas tout ce qui est politique, FCC, Cash, Labuka, vous ne croyez pas? Bon, nous croyons
politique, nous croyons une solution politique et nous croyons aussi une solution qui est dans les contextes spécifiques du plan national, une solution politique et technologique, technique. Et nous sommes disponibles. Je viens d'expliquer un peu de quoi il s'agit quand on parle de plan numérique. Un plan numérique, c'est une feuille de route pour exécuter une fusion. C'est à ce cadre-là que nous sommes disponibles de mettre notre expertise au service du pays et nous sommes toujours disponibles. Toujours disponibles. Mais comme expert? Comme expert, nous sommes disponibles. Nous pouvons donner des conseils comme d'experts. Mais politiquement? Et même politiquement aussi, nous pouvons soutenir. Donc, vous êtes pour Cash? Bon, nous ne sommes pas... Vous êtes pour Félix Tshisekedi? Il y a un président qui a été élu et puis il y a un gouvernement en place. Nous avons encore le temps d'apprécier le plan d'action de ce gouvernement et s'il y a nécessité de soutenir, nous serons capables de répondre oui ou non. Donc, il faut juger Félix par les actes? Oui, il y a de bonnes intentions, il y a une bonne flexibilité démontrée par le président. Et nous croyons que c'est déjà quelque chose de positif. Et nous attendons voir plus, lui donner un peu du temps pour apprécier ces bonnes intentions en termes d'action concrète. Merci beaucoup, ça a été un plaisir pour nous d'avoir M. Delphin, qui était président de la communauté, mais aujourd'hui, il fait autre chose. Oui, aujourd'hui, je suis dans la vie active, dans la vie professionnelle. Je suis comme directeur informatique, ingénieur bien sûr, de formation, et de profession, père de famille. Et je suis aussi président d'un mouvement politique, le Parti national pour la réforme au Congo. Le Parti national pour la réforme au Congo, mais le président habite à l'étranger, tout se passe à l'étranger? Non, pas nécessairement tout se passe. Nous avons une équipe là-bas, nous avons toute une équipe de directoire au Congo, l'état-major du parti c'est au Congo. Et je viens récemment du Congo en juillet, je fais là régulièrement. Donc il n'est pas question, temporairement ici, mais la base... 2023, vous serez là? Oui, nous préparons pour 2023 comme tout. Candidat? Certainement. Suivez mon doigt où? Candidat? Oui, nous allons à tous les niveaux. Nous sommes prêts pour briguer à tous les niveaux. Nous allons participer aux élections prochaines. Candidat président? Président, partout, à tous les niveaux. Nous sommes un parti, un mouvement politique et nous allons participer à tous les niveaux des élections prochaines. Donc, Delphin, candidat président? Certainement, nous serons là si les partis nous donnent ce mandat. Merci beaucoup. À la prochaine. Merci. Merci. C'est moi qui vous remercie.